Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. La construction de nouveaux barrages, l'un des grands piliers du programme national prioritaire d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation 2020-2027 lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI. 20 barrages sont actuellement en cours de construction. Focus dans ce journal est sur celui de Dar Khorafa, un barrage collinaire rempli par les eaux de surface. Nous célébrons ce 15 janvier la journée nationale d'un aliment qui fait presque l'unanimité. Il s'agit de l'œuf. Au Maroc, la production se porte bien, voire très bien. Nous suivrons un reportage à Hamna avec un coup de projecteur sur les poules pondeuses et les conditions de leurs élevages. À suivre également un voyage musical d'un autre temps avec le dernier concert de l'Orchestre Symphonique Royal. Des musiciens d'Europe et d'Asie ont subjugué le public grâce à des compositions qui nourrissent l'âme et l'esprit. Sur haute instruction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, avec un investissement global de plus de 115 milliards de dirhams, le programme national prioritaire d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation 2020-2027 vient étoffer l'offre hydrique. Parmi ses grandes priorités, la construction de nouveaux barrages, 20 au total, avec une capacité de plus de 5 milliards de mètres cubes, sachant que le Maroc compte déjà actuellement 130 petits barrages. Et c'est le cas du barrage collinaire Dar Khorafa. Mohamed Nasseré et Boubacar Ben Ghabret pour le commentaire. Le barrage Dar Khorafa, un barrage collinaire rempli par les eaux de surface et les eaux de ruissellement. Avec une capacité de retenue de 480 millions de mètres cubes, construit au niveau du bassin du Loukos, il vient renforcer l'approvisionnement en eau potable de 16 communes de la province de Larache. Sa retenue permettra donc de stocker un volume total de 480 millions de mètres cubes et permettra de régulariser un volume total de 140 millions de mètres cubes, dont 130 millions sera réservé à l'irrigation de 21 000 hectares au niveau des plaines Ressana et Souakn, et 10 millions sera réservé à l'alimentation en eau potable de 16 communes rurales au niveau de l'aval du barrage. L'ouvrage protégera les plaines contre les inondations en complément du rôle assuré par le barrage Oued El Makhazine. Le barrage permettra aussi l'irrigation de près de 18 000 hectares. 9 communes rurales de la province sont concernées. La mise en eau du barrage a commencé d'une manière anticipée et partielle à partir du mois de mars 2018, ce qui a permis à l'Office régional de mise en valeur agricole du Loukos de commencer les essais sur les équipements hydro-agricoles au niveau des premières tranches réalisées par cet office. Cette réalisation hydro-agricole profitera à près de 8000 personnes réparties sur 9 communes. Il ne manquera pas de booster la production agricole à travers l'extension des superficies réservées à l'arboriculture, au maraîchage et aux légumineuses. Les relations entre Rabat et Kigali renforcées davantage grâce à l'inauguration de l'ambassade du Rwanda au Maroc, inaugurée lors d'une cérémonie organisée à Rabat par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nassar Boreta, et le secrétaire d'État rwandais aux Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe. C'est un sujet de Mohamed Wahibi, Atman Tazi, sur un commentaire d'Oumé Marabli. Rabat, plateforme diplomatique régionale de premier plan. La capitale compte 105 ambassades étrangères. Aujourd'hui, la République du Rwanda y installe sa représentation diplomatique. Une première et un gage de confiance. C'est la toute première ambassade rwandaise au Maroc, qui suit aussi l'ouverture de l'ambassade marocaine à Kigali en 2017. Et tout cela, ce sont des étapes importantes dans le renforcement de nos relations bilatérales. Et donc, avec cette ambassade, comme je l'ai dit, c'est une porte d'entrée au Rwanda pour les investisseurs marocains, mais aussi pour les échanges, les visites. L'ouverture de l'ambassade confirme la dynamique positive des relations entre les deux pays. C'est une reconnaissance du rôle de Sa Majesté le Roi et un témoignage de la place du Royaume en tant que pôle de stabilité et en tant qu'acteur important sur différents dossiers. 23 accords de coopération signés, 12 autres intéressant des domaines importants de l'économie. Une phase très prometteuse des relations bilatérales. Sa Majesté le Roi et le président Paul Kagame partagent la même vision sur le partenariat sud-sud et l'intégration africaine.
Le Royaume et le Rwanda aspirent justement à approfondir leur coopération bilatérale, surtout en matière de business. Les deux pays ont d'ailleurs activé leur conseil d'affaires bilatéral qui s'est tenu à Casablanca. Au centre des entretiens, l'accélération de la mise en œuvre des accords liant déjà les deux pays et la prospection également de nouvelles pistes d'affaires. Mohamed Chekir et Sarah Katir pour le commentaire. Le Maroc et le Rwanda décident d'activer le conseil d'affaires les reliant. Les entretiens du secrétaire d'État aux affaires étrangères rwandais avec le président de la CGM par intérim ont porté sur les moyens de renforcer la coopération économique entre les deux pays déjà liés par plus de 23 accords signés à Kigali lors de la visite royale en octobre 2016. Il était important qu'on tisse des liens avec les entreprises marocaines pour un partenariat économique, pour renforcer les investissements. Il y a eu beaucoup d'accords qui ont été signés, 23 accords, et puis l'année suivante, il y a aussi 12 autres accords qui ont été signés, principalement dans le domaine économique. Nous avons aussi discuté de la dynamisation du conseil d'affaires maroco-rwandais. Et dans ce cadre, on a convenu avec lui d'organiser une réunion importante d'hommes d'affaires rwandais qui vont venir au Maroc courant 2020. Nous avons aussi discuté de faire un bilan d'étape de tous les investissements que le Maroc a au niveau du Rwanda. Le responsable rwandais a affirmé lors de cette réunion que son pays compte organiser une visite d'entrepreneurs rwandais au Maroc pour s'arrêter sur les progrès réalisés, notamment dans les domaines technologiques, agricoles ou pharmaceutiques, et ce, en vue de construire un partenariat économique gagnant-gagnant au bénéfice des deux pays et du continent africain. Malgré un marché mondial en repli, le voiturier français Renault consolide le rythme de sa production. Le groupe dresse effectivement un bilan très positif au titre de l'année 2019. Nous retenons une croissance productive de plus de 9% par rapport à l'année d'avant. Le groupe a aussi fait rayonner le Made in Morocco en termes d'exportation avec un volume de plus de 400 000 véhicules expédiés à un total de 74 pays dans le monde. Le point tout de suite avec Ahmed Hamari et Sarah Katir. Le groupe Renault Maroc renforce son leadership industriel et commercial pour l'année 2019. Les usines de Tanger et de Casablanca consolident leur rythme de production grâce à l'attractivité des produits fabriqués dans le Royaume pour répondre à la demande nationale et internationale malgré un marché mondial en repli. D'abord, sur le marché national, nous restons leaders. Le groupe, avec ses deux marques, a plus de 42% de part de marché. Renault et Dacia vend plus de 4 véhicules sur 10 qui sont commercialisés dans le Royaume. Et ont exporté un record de 350 000 véhicules vers 74 destinations. Donc près de 90% de notre production est exportée. Le Made in Morocco réellement rayonne. Le groupe poursuit aussi le développement de son réseau commercial automobile le plus étendu du Royaume, constitué de 93 points de vente et services à fin 2019. Et concernant le renforcement du leadership de notre réseau, nous ouvrons cette année 8 points de vente et services, ce qui fait que nous avons investi plus de 100 millions de dirhams sur le réseau et le développement de réseau, portant à 93 le nombre de points de vente et services, ce qui fait que le groupe Renault a le réseau le plus dense. Le groupe Renault, implanté au Maroc depuis 1928, est le leader du marché automobile national. Plus de 4 véhicules sur 10 vendus au Maroc sont commercialisés par le groupe à travers ces deux marques. Nous célébrons ce 15 janvier la journée nationale d'un aliment apprécié par grands et petits pour ses 1001 vertus gustatives et nutritionnelles. Je vous parle de l'œuf. Au Maroc, la production des œufs de consommation ne cesse d'augmenter. Elle frôle, tenez-vous bien, la barrière de 7 milliards et la filière crée en plus 23 000 postes d'emploi directs. Les détails dans ce reportage signé Omar Jlaidi sur un commentaire de Zakaria Maqim Billah. L'élevage de poules pondeuses, un élément important dans la production des œufs de consommation. Pour avoir des œufs de qualité, il est indispensable de préserver la santé de la poule à travers une alimentation à base de produits naturels. Sur le plan de la biosécurité et de l'hygiène, les élevages de poules doivent répondre à des conditions strictes de protection.
L'encadrement de cette unité de production a pour objectif d'établir des cloisons sanitaires pour empêcher l'infiltration des parasites et des microbes qui peuvent nuire à la santé des poules. Mettre sur le marché des œufs de très bonne qualité organoleptique et sanitaire qui ne présentent aucun danger pour la santé du consommateur et qui répond aux exigences de la loi 2807 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires. Aliments riches en protéines, vitamines et acides aminés ainsi qu'en choline, utiles à la prévention contre la maladie d'Alzheimer, l'œuf est une denrée majeure dans l'équilibre alimentaire. Soucieux de promouvoir ce produit au niveau national, les professionnels du secteur se mobilisent. Selon l'Organisation internationale de l'alimentation, la consommation des œufs au Maroc ne dépasse pas 188 œufs par habitant par an. Le rôle de l'association est d'augmenter cette consommation dans notre pays à travers l'organisation de plusieurs événements comme la Journée nationale des œufs. Au niveau national, la production avait atteint 6,6 milliards d'œufs en 2018. Depuis quelques années, le secteur connaît une croissance soutenue, avec 8,6 milliards de dirhams de chiffre d'affaires. Une production qui permet d'assurer aujourd'hui 100% de la demande intérieure. L'actualité internationale de ce journal est d'abord ce drame en Espagne. 2 personnes ont péri et 8 autres ont été blessées suite à une explosion suivie d'un incendie dans une usine pétrochimique à Tarragone, au nord du pays. Les causes de l'explosion restent toujours indéterminées. La protection civile rassure et assure qu'aucune substance toxique n'a été détectée dans les environs. La semaine de la colère s'intensifie au Liban. Les manifestants ont massivement investi les rues hier soir encore. La grogne populaire s'est exprimée cette fois-ci contre les banques. Ce mouvement inédit de contestation lance ainsi un appel urgent pour en finir avec la crise économique qui mine le pays. Une crise économique doublée d'une impasse politique. Ces manifestations ont été marquées par plusieurs actes de vandalisme contre plusieurs établissements financiers. À présent, ce gros séisme gouvernemental en Russie, le Premier ministre quitte le navire. Dmitri Medvedev a présenté en effet au président Vladimir Poutine la démission de son gouvernement. Cette annonce surprise intervient après le discours du chef de l'État annonçant une réforme de la Constitution. Medvedev, pourtant proche de Vladimir Poutine, explique sa démission par les dernières réformes qui modifient, selon lui, l'équilibre des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Fin de citation. Retour à l'actualité nationale et notez la destruction ce matin à Dakhla d'importantes quantités de drogue et autres produits de contrebande d'une valeur totale estimée à 190 millions de dirhams par la gendarmerie royale et les services de sécurité. Des produits saisis notamment au niveau de Guerguerat dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants et autres produits illicites ou de contrebande. Il s'agit de 16 tonnes de Shira, plus d'1 kilo de cannabis, quelques 424 000 de cartouches de cigarettes de contrebande et divers autres produits, dont des produits alimentaires périmés. Plusieurs tonnes justement de produits alimentaires périmés, préparés et stockés dans des conditions insalubres et de grandes quantités de marchandises, de produits de consommation d'origine étrangère exigeant un certificat d'origine ainsi que des articles contrefaits et autres portant de fausses marques ont été saisis cette fois-ci à Oujda. Une saisie réussie grâce aux éléments du service préfectoral de la police judiciaire. Elle a eu lieu à l'intérieur de 2 entrepôts composés de plusieurs étages dans un quartier résidentiel de la ville.
Vacances scolaires, l'ONCF met en place un plan de transport spécial. Il couvre la période du 17 au 27 janvier en prévision de l'affluence massive des voyageurs attendus pendant cette période. Retenez le renforcement de l'offre sur les principaux axes du réseau, à savoir Casablanca, Rabat, Fès, Marrakech, Tanger, Oujda, Nador, Safi et Khouribga. Eh bien, pour pouvoir profiter pleinement de ces vacances et voyager moins cher, l'ONCF vous recommande d'acheter vos billets à l'avance, d'acheter un aller-retour pour profiter de prix plus avantageux et de vous procurer vos billets avec une carte de réduction à demander au guichet disponible au niveau des gares avant d'entreprendre le voyage. Je vous invite à présent à un beau voyage musical à travers le temps avec le concert de l'orchestre philharmonique, l'orchestre symphonique plutôt, l'orchestre symphonique royal dans une ambiance calfeutrée. Les mélomanes en ont eu plein les oreilles grâce à des compositions consacrées aux grands musiciens de la fin du 19e siècle. Autre grand moment de la soirée, la sublime performance d'un musicien venu de très loin, Mohamed Chekir et Dominique Orlando. Le répertoire habituel de ce jeune virtuose japonais, c'est plutôt la musique baroque du XVIIe et du XVIIIe siècle. Mais face à ce contemporain du début du XXe, qui est Francis Poulenc, qu'il réussira à donner à ce concert champêtre pour clavecin et orchestre toute la dimension jubilatoire voulue par le compositeur français. Pourtant, au tout départ, Iori Hayashi était destiné à se consacrer exclusivement au piano. J'ai étudié le piano à l'Université des Arts de Kyoto. Et pendant mes études, j'ai pu apprendre le cours de clavecin aussi, comme option, donc un tout petit peu. Et j'ai touché le clavecin. Et en jouant du clavecin, j'ai entendu la voix du clavecin et j'ai entendu que le clavecin m'a dit que il faut que je devienne claveciniste et il m'a dit que tu ne deviendras pas pianiste, toi tu dois devenir claveciniste, viens vers moi. Ça, donc il y avait un appel et donc j'ai obéi tout simplement. De Francis Poulenc à Maurice Ravel, en passant par Gabriel Fauré, ce fut pour le public de Casablanca un voyage à la croisée du 19e et du 20e siècle, soit l'équivalent d'une mélodie savoureuse, délivrée avec brio par l'ensemble des membres du Symphonique Royal. J'ai découvert plein de choses, c'était des musiques que je connaissais pas. Il y avait du Poulenc et je connaissais pas du tout Poulenc et c'était splendide, vraiment splendide. Excellent, des grands compositeurs français comme Fauré, Poulenc sont vraiment incroyables. Il faut voir cette sensibilité, toutes les émotions qui se passent pendant ces pièces. C'est un bijou. Ce soir, ils seront à Rabat au Théâtre National Mohamed V à partir de 20h15. L'occasion pour les mélomanes de la capitale de constater à quel point la grande musique ainsi maîtrisée résonne au-delà de toutes les autres formes de création artistique. Et c'est cette magnifique promenade musicale qui signe le clave de fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.